Merci énormément pour ce discours inspirant. Maintenant, j'aimerais ouvrir le débat parce qu'on a vraiment envie de partager avec le public un moment d'échange. Je vais peut-être commencer moi-même avec une question qui m'a été posée dans un de nos centres pour les parents, les Elternforum dont je parlais tout à l'heure, et c'est un Elternforum à Lorenzweiler où une dame demandait, on avait mis des petits panneaux dans nos centres pour demander aux parents ce qu'ils voudraient vous poser comme question. En voici une. Alors la dame, elle dit, en tant que parent, il est impossible de tout contrôler. Comment dois-je réagir lorsque mes enfants me disent qu'ils ont vu quelque chose qui les a effrayés ou a mis mal à l'aise? Alors, il y a déjà quelque chose de très important, cette personne se rend compte qu'elle ne peut pas tout contrôler. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a des parents qui vont jusqu'à mettre un système sur le téléphone mobile de leur ado pour savoir partout où il va. Et dès qu'il reste trop longtemps à un endroit, lui téléphoner qu'il faut qu'il rentre à la maison. Donc déjà, et il y a des parents aussi qui mettent des mouchards sur les ordinateurs pour aller, ou qui vont voir les sites consultés par un ado. Et le drame, c'est que s'ils trouvent... Moi, j'avais une famille en thérapie. À l'époque où l'homosexualité était encore très condamnée par la société, des parents en cachette avaient été voir les sites consultés par leur ado. Ils avaient trouvé qu'il y avait beaucoup de sites homosexuels et ils étaient venus me voir en disant qu'est-ce qu'on fait. Je leur avais dit, vous l'aurez mieux voulu venir me voir avant parce que maintenant, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. Si vous ne dites rien, vous allez être mort d'angoisse. Si vous dites quelque chose, votre enfant va perdre toute confiance en vous parce qu'il va découvrir que vous l'avez piégé. Donc déjà, c'est bien que cette dame reconnaisse qu'elle ne peut pas tout contrôler. Alors après, elle dit, qu'est-ce que je peux faire si mes enfants donc, disent avoir souffert de voir quelque chose qu'ils ont malmené ou même semblent malmenés, même s'ils n'en parlent pas. Alors, si un enfant visible, se met à changer tout d'un coup, à devenir moins disponible à ce qu'on lui propose, qui se replie un peu sur lui-même, qui se renferme, il faut penser que peut-être il y a une souffrance liée à l'école, au harcèlement. Il faut penser d'abord au harcèlement. Mais ça peut être aussi une souffrance liée à des spectacles d'images qui auraient été vus. C'est possible aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ces questions-là? Eh bien, il faut anticiper et créer une situation dans laquelle, tous les jours, l'enfant sait qu'il sera écouté par ses parents s'il a envie de leur dire quelque chose de très important pour lui. Et ce moment-là, eh ben, c'est le moment du repas du soir, pris sans télévision, sans smartphone et sans tablette. Des fois, on n'a rien à se dire, ou on discute de l'actualité ou des voisins ou de la famille. Et puis, des fois, quelqu'un a quelque chose d'important à dire. Il s'est passé une situation émouvante à son travail ou pour l'enfant, émouvante à l'école, voilà, une camarade est malade, a envie d'en parler. Ou bien ça peut être le fait d'avoir vu à l'occasion de l'anniversaire d'un copain des images pornographiques. Mais l'idée, c'est qu'il faut que les enfants sachent qu'il y a un moment, et de préférence quotidien, ritualisé, où ils ont la possibilité d'aborder ce qui les préoccupe. Après, si vous ne créez pas cette fenêtre, et si vous voyez votre enfant pas bien, vous n'allez pas savoir à quel moment lui en parler. Et lui ne va pas savoir non plus à quel moment vous en parlez. Donc vous voyez, j'ai insisté tout à l'heure, suite à l'étude ELF, sur l'importance de prendre le repas du soir sans tablette, ni télé, ni écran, etc., pour en faire un moment d'échange avec l'enfant, parce que ça favorise le développement du langage, favorise le développement de l'empathie, augmente les compétences cognitives. Mais c'est aussi très important du point de vue psychologique pour permettre à l'enfant d'être certain de disposer de ce moment-là au cas où il aurait besoin de parler. Et donc pour cette dame, déjà elle peut créer ce moment-là maintenant, mais par rapport à ce qu'elle constate, essayer de trouver un moment, peut-être à l'occasion d'une promenade, à l'extérieur, pas dans le milieu de l'appartement. C'est plus facile des fois de parler d'une situation pénible quand on est dans un autre espace. Et donc profiter d'une promenade, profiter d'un moment de vacances, voilà, pour aborder ces choses, en allant au charbon, c'est-à-dire en disant j'ai remarqué que j'ai l'impression que tu as changé, que c'est plus tout à fait pareil. Bon, tu grandis, c'est bien, il y a des changements très positifs, je m'en réjouis, mais là, j'ai l'impression que tu as un petit peu quelque chose qui te préoccupe, tu as une épine dans le pied quelque part, voilà, il faut faire ça. Mais c'est beaucoup plus facile quand on a ritualisé un moment.
Même chose d'ailleurs par rapport à votre disponibilité en tant que parent à vos enfants. Ritualisez vos consommations d'écran. C'est normal d'être curieux tous les jours des mails qu'on a reçus, des SMS qu'on a reçus ou de l'actualité, mais ritualisez vos consommations. Que votre enfant sache par exemple que si vous rentrez du travail à 18h, 19h, eh bien, vous regardez vos mails jusqu'à 20h, mais à 20h, vous êtes disponible. Voilà. Mais que votre enfant le sache, que certaines fois, vous ne regardez pas la moitié, 19h, 19h30, et puis 20h, 20h30, et d'autres fois, 21h, 22h. Et ritualisez votre consommation, vous irez beaucoup mieux, ça vous ôtera la charge mentale tout le reste du temps. Et puis votre famille, vos enfants, vos proches sauront éventuellement à quel moment vous êtes disponible s'ils ont envie de vous parler. C'est toujours cette idée que ce n'est pas parce qu'on vit en famille qu'on est plus disponible les uns aux autres, même peut-être moins. On voit des gens dans un café, on est disponible. Dans notre famille, on peut très bien ne pas être disponible parce qu'on n'a pas le moment. Peut-être des fois des familles vont au restaurant pour parler un peu, parce que au restaurant, ça crée un autre cadre, voilà, et même si on est tenté un peu parfois par son smartphone, c'est un moment où on sait qu'on est là pour l'autre, alors qu'à la maison, on est là parce que c'est la maison. Merci pour la réponse. On va la transmettre à la dame de Laurens-Valère. Elle est peut-être dans la salle, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, j'aimerais ouvrir les questions dans la salle. On a deux dames qui vont faire le tour avec un micro, donc n'hésitez pas. Die können doch gerne Lützburg schwätzen oder op Englisch. Wie der gesehen haben als Tradukteurin, over links, over rechts. Voilà, hoe je een vraag door Hannen, den Herr? Je vais. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, pour vous, quel est l'âge indiqué pour qu'un enfant ait son propre GSM? Moi-même, j'ai une fille de 8 ans, une autre qui a bientôt 12 ans. Elle est au cycle 4.2. Il n'y a que 2 dans sa classe qui n'ont pas de GSM. Elle se sent un peu à l'écart. Et moi, j'essaie de faire pression, comme quoi elle n'en a pas encore besoin. Et je voulais savoir, en fait, votre avis. Voilà. Oui. Alors, je pense que beaucoup de gens dans la salle doivent partager votre perplexité. Alors en 2008, quand j'ai imaginé 36912, 12 c'était pas d'Internet tout seul avant 12 ans. Bon, vous voyez déjà qu'avoir un smartphone, c'est avoir accès à un Internet tout seul, en tout lieu, à tout moment. Donc, si on reste à la lettre 36912 de 2008, ça veut dire attendre 12 ans. Je dirais même plutôt aujourd'hui 13. Alors pourquoi ? D'abord parce que les disponibilités ont changé. TikTok, c'est pas Facebook, vous voyez. Facebook, déjà dans les années 2010, c'était pointé du doigt. Mais Facebook, ça permettait quand même... Enfin, les algorithmes étaient moins travaillés pour vous faire tourner en rond. Alors que le problème de TikTok, en fait, c'est que sur TikTok, vous pouvez vous noyer dans des vidéos ou dans des images dans lesquelles vous tournez en boucle. Vous savez que l'algorithme de TikTok vous propose, quand vous ouvrez des vidéos un petit peu au hasard, et c'est en fonction du temps que vous passez sur chacune d'entre elles, même une fraction de seconde de plus, qu'elle va vous proposer des vidéos dans le même sens, de telle façon que petit à petit, les vidéos que vous regardez sont censées le plus correspondre à vos attentes, jusqu'au moment où vous ne trouvez que ce que vous avez envie de trouver et vous n'arrivez plus à lâcher. Facebook ne fonctionnait pas comme ça. Mais en même temps, TikTok, moi je connais des gens qui font du cinéma, qui disent que TikTok est la première plateforme à proposer des outils de création cinématographique. J'ai même un copain qui dit que Godard, le réalisateur Jean Godard, a toujours rêvé qu'il y ait des outils de création cinématographique gratuits à la portée de tout le monde. Et ce copain me dit, Godard en a rêvé, TikTok l'a fait.
Donc en effet, sur TikTok, si vous avez un peu si vous êtes un peu éduqué, accompagné, vous êtes accompagné pour bien utiliser, pour découvrir ce logiciel et pour bien l'utiliser, c'est formidable. Donc si vous voulez, TikTok, c'est le meilleur et c'est le pire. Le problème, c'est que c'est le plus souvent le pire, parce que les jeunes qui vont sur TikTok, ils non accompagnés, évidemment. Quel éducateur accompagne des jeunes sur TikTok? Ça serait presque suspect si quelqu'un le faisait. Donc personne ne le fait, hélas. Et du coup, les jeunes, ils vont aller sur TikTok pour ce que TikTok propose de pire, qui est bien pire que ce que proposait Facebook. Donc 36912 à l'époque, 12 en 2008, c'était pas d'Internet, donc pas de téléphone mobile en 12 ans. Aujourd'hui, je dirais plutôt 13 ans. En plus, 13 ans, ça correspond quand même aux préconisations de Facebook à l'origine, aux préconisations d'un certain nombre de plateformes. Donc, il vaut mieux attendre. Alors après, si vous avez déjà des enfants qui ont eu un téléphone avant, il faut essayer de limiter le plus possible, mais ce n'est pas parce que les plus jeunes en ont eu un avant que c'est un avantage acquis pour les générations suivantes. Donc vous pouvez très bien mettre en avant le fait que les algorithmes aient beaucoup évolué, que les pièges proposés par les plateformes sont devenus beaucoup plus menaçants et qu'il vaut mieux aujourd'hui attendre un peu plus longtemps, quelques années de plus, avant qu'un ado bénéficie d'un appareil relayé à Internet. En plus, si vous achetez un appareil relayé à Internet qu'un enfant a 11-12 ans, vous ne savez pas à quoi il aura accès quand il aura 14 ans. C'est avoir acheté un appareil, un téléphone mobile à un enfant il y a 5 ans, on n'imaginait pas qu'il aurait TikTok aujourd'hui. Et il risque d'arriver quelque chose d'encore pire que TikTok dans quelques années. Et avec l'intelligence artificielle, avec les fake news, c'est affreux. Vous voyez plein d'images totalement réalistes et vous ne savez pas si elles sont vraies ou pas. Et vous ne pouvez pas le savoir. J'ai un copain informaticien qui a été frappé un jour en visionnant comme ça. C'est quand on est un peu fatigué. Moi, je ne sais pas vous, je ne vous le souhaite pas, mais moi, des fois, je regarde comme ça des infos, des petites vidéos très courtes. Et il y avait une véhicule automobile. La chaleur avait créé des bulles. Comme si tout d'un coup, il y avait des bulles à la surface de la carrosserie. Il est informaticien, il a cherché pendant des jours, il n'a pas réussi à savoir si c'était authentique ou pas authentique. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il a perdu du temps, ça lui a fait une charge mentale, et au bout du compte, il a fini par ne pas le savoir. Donc, on va rentrer dans un monde où on va être non seulement soumis à des fake news, mais en plus, sans la possibilité de savoir si c'est vrai ou pas. Ou alors, il faudra faire confiance à un journaliste qui dira « j'ai la preuve que c'est faux ». Puis un autre dira « j'ai la preuve que c'est vrai ». Alors, vous serez obligé de choisir votre camp. Voilà. Donc, vous pouvez justifier le fait d'attendre un peu plus pour les nouvelles générations en argumentant ce pouvoir des algorithmes de plus en plus effrayant. Merci. On a une question ici, dans la troisième rangée. Tout d'abord, un grand merci pour votre intervention. J'aurais voulu revenir sur un des slides qui est passé un peu plus rapidement à la fin, éduquer la parentalité. C'est quelque chose qui, moi, m'interpelle parce que j'ai l'impression que finalement, être parent en 1920, être parent en 2020, c'est quelque chose de très différent. Et être parent, c'est aussi, on a appris de ses parents qu'est-ce que ça voulait dire être parent, mais je pense que de nos jours, c'est quelque chose de plus compliqué ou de différent. J'aurais aimé que vous reveniez sur cette idée d'éduquer la parentalité qui me paraît quelque chose de très important justement dans cette idée de screen-life balance. Oui, merci. Oui, je suis passé un peu vite. Alors, merci de votre question. Effectivement, beaucoup de parents ont des vies compliquées qui fait qu'ils manquent de disponibilité. Et en plus, ils sont stressés en voyant à quel point leurs enfants sont énigmatiques, ont des activités d'écran qui leur échappent complètement et ne comprennent pas ce qui se passe. Et je pense que ce qu'il faut arriver... il y a deux choses importantes pour moi dans l'éducation à la parentalité. C'est d'abord que les parents arrivent à s'informer, enfin, pour m'éclairer sur les activités de groupe de parents, que les parents aient la possibilité d'échanger entre eux les questions qui se posent et les réponses qu'ils ont trouvées. Et l'éducation à la parentalité, il faut que ce soit une coéducation à la parentalité entre parents. Mais l'autre chose, c'est que l'éducation à la parentalité, pour moi, c'est aussi une éducation dans laquelle
il faut expliquer aux parents à quel point ils ont à gagner à parler avec leurs enfants. Quand l'enfant est petit, il faut parler beaucoup avec lui pour stimuler ses compétences, pour que ses compétences s'inscrivent dans son histoire comme des capacités. Mais quand l'enfant grandit, quand il devient pré-ado, quand il devient ado, je vous ai dit à quel point il a un regard différent sur le monde. Et c'est ce regard différent sur le monde auquel les parents doivent se rendre attentifs, parce qu'en tant qu'adulte, on a beaucoup de peine à anticiper le monde. On n'a pas le temps. On est trop pris dans nos activités quotidiennes. On anticipe à très court terme. Mais les enfants, ils ont un pouvoir de rêverie que rien n'arrête. Hein, voilà. Regardez la manière, par exemple, dont ils se sont précipités sur les mangas. Les mangas qui ouvrent des univers d'espoir extraordinaires. Hein, quand même, dans les mangas, tout le monde peut devenir maître de son destin et combattre les forces du mal avec succès, pourvu qu'il ne soit pas tout seul. Ils sont toujours plusieurs. Et pourvu qu'il soit capable d'endurer les souffrances, de rester généreux, disponible, attentif à l'environnement, etc. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ils ont cette capacité de rêver le monde, que les adultes souvent n'ont pas, et puis ils ont le temps d'explorer les technologies numériques, et ils peuvent justement aider les parents parfois à s'y retrouver dans des domaines où ils ne s'y retrouvent pas. Si vous vous demandez ce que c'est qu'un youtubeur, n'allez pas taper le mot sur Wikipédia. Demandez plutôt à un enfant qui est pas loin de vous. Il vous expliquera très bien les différents youtubeurs, ce qu'ils font, etc. Donc voilà, l'éducation aux parents, il faut que ce soit une coéducation générationnelle et une coéducation intergénérationnelle. C'est vraiment ce que je vois important. Alors, je ne sais pas comment elle se faisait traditionnellement, l'éducation à la parentalité, mais c'est en tout cas comme ça que je la vois aujourd'hui. On ne peut pas tenir les enfants, on ne peut pas ignorer ce que les enfants ont à nous dire, parce qu'ils n'écouteront jamais ce qu'on a à leur dire si on n'écoute pas ce qu'ils ont à nous dire. Ça, c'est très nouveau et ça fonctionne aussi dans le cadre de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'on essaye d'expérimenter des programmes en France dans lesquels le prof de français, le prof d'histoire partent de séries Netflix, de films passés au cinéma, pour petit à petit introduire les problèmes du programme, introduire les éléments du programme scolaire. Mais d'abord partir de ce qui intéresse les jeunes pour leur montrer les liens qui existent et qu'ils n'avaient évidemment pas vus entre ce qui les intéresse et les matières scolaires. Mais ça nécessite évidemment une formation des enseignants. Et pour moi, l'éducation à la parentalité, c'est la même chose. Inviter les parents à partir de ce que leurs enfants font, de ce que leurs enfants connaissent, pour petit à petit établir avec leurs enfants une relation de connivence suffisamment grande pour que leur propre message puisse passer auprès de leurs enfants. Parce qu'en tant que parents, finalement, la seule chose qu'on a à transmettre à nos enfants, c'est des valeurs. Les informations, elles changent. Le monde a changé. Quand avec Trump, il va changer vite, le monde. Mais par contre, ce qui est très important de transmettre, c'est des valeurs. Donc ces valeurs, déjà, il faut qu'elles soient claires pour nous. Donc c'est bien que les parents discutent entre eux pour voir chacun les valeurs qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants. Ça enrichit. Ça, c'est très important. Enrichir, parce qu'on croit, quand on a des valeurs, on croit qu'elles sont universelles. Non, les valeurs que j'ai ne sont pas universelles, des valeurs relatives. Donc c'est important d'échanger les valeurs, enfin de parler des valeurs qu'on veut transmettre, de les définir clairement, de voir comment les transmettre, mais pas de confondre, ne pas réduire la tâche éducative à la transmission des valeurs, parce que nos enfants n'adopteront pas nos valeurs si on n'est pas capable d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, encore une fois. Voilà, donc c'est collaboratif, générationnel et intergénérationnel. Merci beaucoup. J'ai une question ici, dans la première rangée. Et donc, c'est Charles Schmitt, qui est l'ombudsman pour les enfants et les jeunes. Et je me permets de le présenter. Vous ne l'avez pas encore rencontré, je pense. Voilà, okay. Je vous passe le micro. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur Tisserand, justement, pour cette conférence très intéressante. J'ai en fait deux questions. La première, c'est l'utilisation, justement, des écrans, des tablettes dans l'enseignement, parce que ce sont des heures additionnelles, on pourrait dire, justement, d'utilisation des écrans. Et peut-être vous pouvez en dire un mot, justement, sur les tendances internationales, sur les expériences, sur les évaluations, parce que ici, au Luxembourg, on a fait la promotion des classes avec tablettes, etc. Donc, est-ce qu'il y a donc là des
des études, des tendances au niveau international, comment propager et utiliser cela dans l'enseignement. Et la deuxième question, c'est concernant justement l'aspect de la protection, parce que du point de vue des droits de l'enfant, ce qui est très important, c'est justement l'obligation de l'État de protéger les enfants contre toute forme de violence et de danger qui émanent justement également des écrans et de la surexposition. Donc, comment est-ce qu'au niveau de la société, on peut mettre en place des protections efficaces contre tous les dangers justement qui proviennent de la surexposition et de la mal-utilisation des écrans. C'est du point de vue qui est très important. Interdiction, oui ou non, etc. Donc ce serait bien de connaître vos points de vue là-dessus. Oui, merci. Alors pour votre première question, les pays n'ont pas seulement une utilisation différente des tablettes en milieu scolaire ou des smartphones en milieu scolaire, ils ont aussi des cultures très différentes. En France, M. Gabriel Attal est allé chercher des modèles au Danemark pour le développement de l'empathie, mais une fois renseignement pris sur le Danemark, on s'aperçoit que tout le système scolaire est tellement différent du système scolaire français que les quelques protocoles pratiqués au Danemark ne peuvent pas rendre compte à eux seuls de l'atmosphère des classes au Danemark. Voilà, c'est pas parce que les enfants au Danemark ont 1 heure de développement d'empathie par semaine que les enfants au Danemark ont le comportement qu'ils ont. Ils gardent la même classe tout au long de leur scolarité, ils gardent le même enseignant, il y a énormément d'activités périscolaires qui sont organisées de façon collaborative entre eux, donc il y a toute une culture de classe radicalement différente. C'est la même chose pour les tablettes. Alors, à mon avis, ce qui est très important, c'est de ramener quand même l'outil numérique à son avantage principal. Quel est l'intérêt de l'outil numérique? C'est qu'on peut communiquer à distance. Alors que si j'écris sur du papier, mon papier il est devant moi. Mon copain qui est au fond de la classe ou mon copain qui est dans la classe d'à côté, ils n'ont pas affaire à mon papier. Par contre, si j'écris sur un support numérique, j'ai la possibilité de travailler avec d'autres. Donc, à mon avis, il faut replacer le support numérique dans le cadre du travail collaboratif. Et pour ça, ce qu'il faudrait, c'est que, surtout, on n'introduise pas une tablette par enfant ou un ordinateur par enfant. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, les enfants apprennent à travailler à plusieurs face à un ordinateur. Alors, j'ai une petite expérience, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je fais beaucoup de conférences dans des médiathèques. Et dans des médiathèques, des parents viennent m'écouter, et puis comme les enfants, ils viennent avec leurs enfants, mais les médiathèques, ils se disent, nos enfants vont s'occuper, donc il y en a qui vont lire des livres. Puis il y en a qui vont devant un ordinateur. Par exemple, il y a 10 ordinateurs. Bon, il y a 10 ordinateurs, il y a 10 enfants. Eh bien, vous avez 5 enfants devant un ordinateur et 5 enfants devant un deuxième ordinateur. Et 8 ordinateurs, personne devant. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants spontanément montrent ce qu'il faut faire. Et devant l'ordinateur où ils sont 4 ou 5, ils se poussent du coude, fais ci, fais ça, non, c'est pas ça, etc. Et ils interagissent. Vous voyez, et ils travaillent ensemble, ils imaginent des stratégies ensemble s'ils sont sur un jeu vidéo. Et il y a cette force des enfants qui les pousse à interagir en proximité. Et donc, il ne faut surtout pas casser cette logique, parce que d'un côté, on la casse si on donne une tablette par enfant, et après, on dit il faut réparer. Il vaut mieux ne pas provoquer le malaise avant de prétendre le réparer. Donc, ça veut dire que, dans un premier temps, un ordinateur pour 4-5. Et puis, on les invite à, par exemple, avec l'IA, maintenant, on va pouvoir leur inviter à faire beaucoup de choses, poser à chacun la même question sous des formes différentes, à la même IA, poser la même question à plusieurs IA, et puis discuter des résultats ensemble. Et puis après, quand on va introduire un outil numérique par enfant, favoriser le fait qu'ils travaillent en groupe sans changer de place. C'est-à-dire, vous avez des enfants qui sont côte à côte, et des fois on dit, vous allez vous regrouper par 4, là. Eh bien oui, mais avec le numérique, vous pouvez faire travailler les 2 devant et les 2 du fond, ensemble, à 4, et puis les 2 complètement à gauche et 2 complètement à droite, ensemble, sans bouger les tables. On gagne du temps. Et ils travaillent ensemble. Parce qu'ils sont sur la même plateforme, ils sont sur le même, ils peuvent même écrire un texte avec des couleurs différentes chacun. Voilà, ils peuvent construire un raisonnement. Voilà. Je pense que l'antidote aux puissances des algorithmes, c'est l'intelligence collective, et que cette intelligence collective,
les enfants sont très disponibles à la faire fonctionner ensemble. Et dès que vous êtes adulte, vous êtes en vacances, vous asseyez à une terrasse de café, vous voyez des gens que vous ne connaissez pas, vos enfants, ils courent vers les enfants d'à côté et disent « tu as envie de jouer avec moi ?» Vous voyez, il y a une sociabilité qu'il faut surtout exploiter, qu'il ne faut pas briser. Voilà. Or, actuellement, le système scolaire brise cette sociabilité en renvoyant chacun dans sa bulle. Voilà. Chacun travaille pour lui et Dieu pour tous. Et à la fin, on regarde les notes. Il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les mauvais. Donc ça c'était l'ancien monde. Mais vous savez, dès qu'un employé aujourd'hui arrive dans une entreprise, qu'est-ce qu'on lui demande? Du travail collaboratif. Et on avait fait un colloque il y a très longtemps à Paris, au centre Pompidou, avec des patrons qui disaient qu'à compétences égales, ils préféraient, c'était déjà 15 ans, à compétences égales, ils préféraient recruter des employés qui étaient capables, qui jouaient aux jeux vidéo en réseau, parce qu'ils étaient capables de collaborer. Ils étaient capables de critiques constructives, parce que dans un jeu vidéo, si vous ne faites pas des critiques constructives, vous êtes jeté. Parce que les critiques constructives, il faut construire une stratégie ensemble, il ne faut pas se planter. Vous voyez, voilà, donc voilà, ça c'est la première question. Vous voyez un petit peu les pistes. Mais c'est vrai que ça oblige à changer de logiciel, c'est-à-dire ça oblige à porter sur l'institution scolaire un regard différent. Si on veut préparer des enfants à réfléchir ensemble, il ne faut surtout pas les faire réfléchir séparément. Et les ordinateurs sont un risque énorme en enfermant chaque enfant dans un espace qu'il ne contrôle même plus, mais que les algorithmes contrôlent. Parce que votre papier, vous êtes le seul à le contrôler, mais dès que vous avez un écran, c'est les algorithmes qu'il y a derrière qui contrôlent ce que vous faites. Voilà. Puis par rapport à votre deuxième question, du coup, je suis tellement parti dans la première. Voilà, la protection. Alors, ma position est simple. Il ne faut interdire que ce qu'on a le pouvoir d'interdire, sinon on se ridiculise. Et ça, c'est terrible, quand un pouvoir prête à interdire quelque chose et que personne ne le fait. Il n'y a rien de pire. Donc, il faut vraiment mesurer ce qu'on a le pouvoir d'interdire et ce qu'on n'a pas le pouvoir d'interdire. Et peut-être que ce qu'on n'a pas le pouvoir d'interdire aujourd'hui, on aura le pouvoir d'interdire demain. Mais à condition d'asseoir d'abord son autorité en interdisant ce qu'on a le pouvoir d'interdire. Puis peut-être après de mettre le curseur un peu plus loin. C'est pour ça que je trouve que si déjà on avait appliqué depuis le début pas de réseau social avant 13 ans, parce que quand il n'y avait que Facebook sur le marché, il exigeait 13 ans. Aucun adulte ne fait respecter ça. Et voilà où on en est, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Donc, et pourtant, c'était clair pour Facebook. Hein, c'était 13. Hein. Et il y a même des parents qui aidaient leurs enfants à se créer un compte à 9 ans. Hein. Donc il faut voir ce que les pouvoirs publics ont le pouvoir d'interdire. Alors après, moi, je trouve que vous avez fait un truc formidable dans cette campagne, c'est que l'interdiction des smartphones à l'école, c'est formidable parce que c'est quelque chose de tout à fait réalisable, c'est quelque chose qui concerne l'école, donc l'école a tout à fait le droit de dire que les enfants n'ont pas de smartphone. En plus, c'est totalement justifié. Vous savez qu'il a même été montré que l'éloignement d'un smartphone libère nos capacités d'attention. C'est quand on a son smartphone sur soi, on a tendance à être préoccupé. À 2 mètres un peu encore, mais si le smartphone est à 100 mètres, on l'oublie complètement, on est beaucoup plus disponible. Donc c'est vraiment important que le smartphone ne soit pas dans le vêtement arrêté, dans le cartable, mais qu'il reste à l'entrée. On ne peut pas empêcher les parents de confier un smartphone à leur enfant pour venir à l'école. Il y en a en France qui habitent à la campagne. Le matin, quand ils prennent le bus, il fait nuit. Le soir, quand ils rentrent, il fait nuit. Les parents sont rassurés que l'enfant a un smartphone. Évidemment, on peut dire qu'il ne faut pas qu'il ait un smartphone, mais qu'il ait un téléphone à clapet, etc. Mais bon, c'est plus cher un téléphone à clapet qu'un smartphone. En plus, le smartphone, les parents donnent le leur, voilà, ce qui est un drame parce que des fois, ils n'enlèvent pas toutes leurs données personnelles auxquelles l'enfant a accès, c'est d'autres problèmes, voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas interdire aux parents de donner un smartphone pour aller à l'école, mais il faut qu'à l'école, le smartphone reste à la porte, voilà. Donc, tout un système à gérer, le téléphone reste à la porte. Et ça, c'est très important parce que, du coup, ça donne aux parents un repère clair. C'est à partir du moment où les pouvoirs publics disent « voilà ce qu'on décide, on se donne les moyens de l'appliquer, et quoi qu'il arrive, on l'appliquera », les parents regardent leur enfant dans les yeux et ils disent la même chose. J'ai décidé ça, je me donne les moyens de l'appliquer et j'appliquerai quoi qu'il arrive.
Si les pouvoirs publics sont flottants, indécis, les parents sont forcément flottants, indécis. Les parents doivent donner l'exemple aux enfants, les pouvoirs publics doivent donner l'exemple aux parents. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le fait, si vous voulez, à mon avis, ce qui est important, ce n'est pas l'importance de ce qu'on interdit, c'est le fait d'interdire peut-être pas grand-chose, le smartphone à l'école, mais le fait de poser un geste d'interdiction clair, net, sans appel, et avec une organisation matérielle pour que ce soit possible. Et ça change, à mon avis, le regard que les parents portent sur eux-mêmes. Ils se disent, si les pouvoirs publics le font, moi, en tant que parent, je vais l'appliquer, je vais appliquer mes propres règles dans la famille, ça revalorise les parents. Même si vous ne les valorisez pas par un discours, ça les valorise, je pense, intimement, parce qu'ils découvrent que quand on a des responsabilités, on les applique. Voilà. Alors, merci pour la validation d'un des points principaux de la campagne, de la politique. Voilà, merci. J'ai eu deux demandes d'en haut de la salle. Voilà. Je vous prie d'être plus rapide encore dans vos réponses, parce que j'ai encore vu plein de mains autour de moi. Donc, essayons de donner au plus une parole aux gens. Bonsoir. Dans votre livre aussi, vous conseillez de proposer du contenu interactif, c'est-à-dire pas YouTube, de simples vidéos, pas des réseaux sociaux, etc. Auriez-vous des exemples de contenu interactif ? De contenu interactif. Oui, alors vous avez des petites vides, je sais pas comment appeler ça, des animés dans lesquels, sur une tablette, vous pouvez modifier la forme d'un animal, par exemple, ou vous pouvez modifier des formes avec la main, contact, voilà. Donc ça, c'est des activités interactives que l'enfant peut avoir. Le problème, c'est que les outils numériques, les tablettes et les smartphones ont cette possibilité interactive, mais souvent les enfants les utilisent comme des petites télévisions portatives. Ils regardent des animés ou des séries. Alors en revanche, l'interactivité, il faut l'introduire lorsqu'on s'occupe de l'enfant. Et c'est ce que des experts appellent la co-immersion. C'est-à-dire que de la même manière que quand vous lisez un livre papier avec un enfant, il y a un loup, vous faites la grosse voix quand le loup, vous soufflez quand le loup souffle sur la maison des petits cochons, ce que vous voulez, vous changez votre voix et tout, vous surjouez un petit peu. Et bien de la même manière, quand vous utilisez un logiciel avec lequel vous jouez avec votre enfant. De la même manière, il faut avoir cette participation à l'intérieur de l'espace créé par le jeu. Il ne faut pas que l'adulte qui regarde quelque chose avec un très jeune enfant se contente de lui indiquer un petit peu quoi faire. Il faut que l'adulte soit en co-immersion, qu'il fasse avec. Voilà. Alors, il a été montré que les vertus de la lecture sur tablette sont équivalentes aux vertus de la lecture papier quand il y a cette qualité d'immersion et donc d'interactivité avec l'enfant du parent. Voilà. Et donc, en fait, ça rejoint tout ce que je vous ai dit par mon intervention. C'est-à-dire, c'est moins le support qui joue un rôle. Enfin, la participation affective, émotionnelle, cognitive du parent joue un rôle aussi important que le support dans les conséquences dans les conséquences en termes d'apprentissage, de l'utilisation des logiciels éducatifs. Voilà. Merci bien. J'ai une deuxième question en haut et puis on revient un peu plus bas. Voilà. Attendez, oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Au début de votre exposé, vous avez mentionné les... Ici. Ah oui, pardon. Au début de votre exposé, vous avez mentionné les effets négatifs des écrans et de la surexposition des écrans sur la concentration et l'attention auprès des jeunes enfants. En tant qu'enseignante, moi je le constate aussi après de nombreuses années d'enseignement. Je ne peux pas dire que ce soit directement lié aux écrans parce que je n'ai aucune notion de la durée d'exposition des écrans qu'ont mes élèves, mais je constate que leur attention et leur concentration a diminué. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ces capacités en classe ? Oui, alors très bien, merci, parce que je vous ai cité au début des recherches très alarmistes en vous disant le point de vue a changé. Il y a une étude
qui est la seule conservée de cette époque. D'ailleurs, les carnets de santé en France, ils font référence. C'est l'étude qui concerne le fait qu'un écran allumé dans une pièce où joue un jeune enfant, moins de 3 ans, perturbe les capacités d'attention et de concentration de ce jeune enfant, même s'il ne regarde pas l'écran. Alors, il y a eu des recherches, je vous passe sur les protocoles. L'idée, c'est que plus qu'un enfant, pour apprendre à se concentrer, il doit travailler à se concentrer. Pour apprendre à nager, vous travaillez à nager. Pour apprendre à conduire une voiture, vous travaillez à conduire une voiture. Et donc l'enfant, pour apprendre à se concentrer, pour acquérir la capacité de se concentrer, il doit mettre ses compétences à l'épreuve et donc il doit se concentrer le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui fait qu'il se concentre longtemps? C'est qu'il est pas dérangé. Il est intéressé et pas dérangé. Alors intéressé, il y arrive toujours. Il fait une activité qui l'intéresse. Pas dérangé, il l'est seulement s'il n'y a pas de télé. Une télé dans une pièce où joue un jeune enfant fait qu'il va être constamment dérangé par les lumières, par les bruits. Et on sait bien quand on essaye de se concentrer sur quelque chose, quand on est déconcentré par un bruit ou par l'éruption de quelqu'un ou par quelque chose, on a de la peine à se reconcentrer. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, voilà, cette étude, menée notamment par une dame qui s'appelle Tiffany Pempek, qui, cette étude est vraiment considérée comme une étude fondamentale, une étude de laboratoire. Tous les enfants aujourd'hui qui grandissent dans une pièce où la télé est allumée, même s'ils ne la regardent pas, ont des capacités d'attention et de concentration qui vont être réduites. Voilà. Alors après, ça peut être encore aggravé par les dessins animés que certains enfants regardent le matin, qui perturbe tous les repères, tout est trop rapide, les mimiques existent sur les visages des personnages animés une fraction de seconde, ces mimiques ne sont pas identifiables, on ne comprend pas s'ils sont joyeux, en colère, tristes, etc. Ces mimiques ne sont jamais expliquées, on ne comprend pas la causalité, c'est des machines à décérébrer. Donc vous ajoutez ces deux éléments, voilà, puis après quelques blockbusters américains qui obéissent à la même logique, puis vous comprenez qu'il y a une grande difficulté pour beaucoup d'enfants à pouvoir se concentrer sur une tâche. Alors quel est le remède? Le remède, c'est d'essayer de les aider à trouver des choses qu'ils ont plaisir à faire. Ça peut être bricoler, ça peut être peindre des petites figurines de combattants. Il y a des gens qui peignent des petites figurines comme ça. Tout ce qui favorise la concentration, favorise ce qu'on appelle l'attention, la deep attention, l'attention de longue durée, c'est pas l'attention profonde, l'attention de longue durée. Donc il faut encourager chez les enfants qui ont des problèmes d'attention-concentration des activités où ils vont faire intervenir cette capacité d'attention de longue durée, et il faut donc qu'ils trouvent des choses qui les intéressent. Voilà, ça peut être, je sais pas, faire de la menuiserie, faire de la peinture, faire de la musique, tout ce qui vous permet de réparer un moteur, démonter un ordinateur, tout ce qui vous permet de vous concentrer sur le temps long, reconstruit vos capacités d'attention-concentration. Et ça oblige évidemment une attention des parents, des éducateurs, de l'environnement, etc. Et on ne peut pas augmenter les capacités d'attention-concentration des enfants à coup de règles ou à coup de punition. Il faut qu'ils découvrent quelque chose qui les intéresse, où ils vont réinvestir cette capacité de deep attention, d'attention de longue durée. Merci. On me fait discrètement signe de par-ci et par-là qu'il y a encore une seule question qu'on va pouvoir traiter. Voilà, merci. Ma question était en fait la relation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, donc des jeunes, chez les jeunes. Et donc, quelle est la relation entre la santé mentale des jeunes dont on parle aujourd'hui et les écrans? Et ici, en fait, je voudrais aussi savoir, donc pour la tranche d'âge à partir de 14 ans, 14, 15, 16 ans, où c'est beaucoup plus compliqué, en fait, de leur retirer les écrans. Comment est-ce qu'on fait avec cette tranche d'âge-là? Et une autre question, c'est qu'en est-il... je suis là. Ah oui, d'accord, et dans l'ombre. Et la dernière question, qu'en est-il en fait des écrans donc, chez les enfants autistes? D'accord, on va commencer par les enfants autistes parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais en France, il y a eu
toute une polémique là autour, et la Haute Autorité de Santé s'est prononcée, et récemment la fameuse commission Macron s'est prononcée également. Alors la Haute Autorité de Santé d'abord a dit qu'il n'y avait aucun effet démontré entre la consommation d'écran et la maladie, et le handicap autistique. Et puis la commission Macron a dit que les écrans pouvaient aggraver des troubles de type autistique, mais ne pouvaient en aucun cas les créer. Voilà. Donc, si vous voulez, si on accepte de faire confiance à la Haute Autorité de Santé et à la commission Macron, les choses sont quand même très claires. Alors, la grande difficulté qu'ont eu beaucoup de parents pendant très longtemps, avant qu'on prennent mieux conscience de ce qu'est l'autisme, c'est comme les autistes sont souvent des enfants difficiles, qui peuvent être très imprévisibles, qui peuvent passer d'états de prostration à des états d'explosion. Les parents avaient trouvé que les écrans avaient plutôt un rôle, avaient plutôt pour effet d'accaparer leur attention, et donc ça permettait aux parents de mieux gérer, d'avoir un enfant autiste à la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les autistes étaient à la maison, il n'y a pas d'institution spécialisée. Donc aujourd'hui, on sait par exemple que certains programmes de télévision sont très bons pour les enfants autistes à condition de baisser le rythme. Il y a eu des études formidables où des dessins animés sont ralentis, et le dessin animé non ralenti fait souffrir l'enfant autiste manifestement parce qu'il n'arrive pas à en percevoir le sens, mais une fois ralenti, quand il en perçoit moins le sens, il est beaucoup plus apaisé. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de travaux à faire sur l'autisme. En tout cas, il n'y a pas de causalité. Les écrans ne provoquent pas l'autisme. Les écrans, en revanche, le fait qu'un enfant soit abandonné devant un écran, de la même manière qu'il s'était abandonné tout seul dans sa chambre, abandonné sur le siège arrière de la voiture quand elle est vide, abandonné dans un placard, le fait qu'un enfant qui est abandonné, où que ce soit, y compris devant un écran, peut développer des signes de privation sensorielle, évidemment difficulté de langage, difficulté à pouvoir soutenir une conversation encore plus, difficulté à identifier les mimiques d'un interlocuteur. Voilà, mais c'est Franck Ramuse qui connaît bien ces problèmes, qui dit que c'est laisser devant un enfant devant un écran, c'est comme l'enfermer dans un placard. C'est-à-dire, c'est pas le placard qui crée le syndrome autistique, enfin les signes autistiques, c'est pas l'écran, c'est le fait d'être privé de relation avec un adulte attentif et disponible, ce que je vous ai dit beaucoup de fois. Voilà. Et puis donc, monsieur avait une autre question. Vous aviez un autre aspect dans votre question. La santé mentale. Ah oui, Pardon. la santé mentale. La santé mentale, voilà, et ensuite les jeunes 13, 14, 15 ans. Merci. Oui. Alors, la santé mentale. Alors, c'est compliqué, la santé mentale, parce que, si vous voulez, il y a des signes très nets de souffrance mentale chez les jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'insécurité psychologique, et pour cause, voilà, et le réchauffement climatique. Quand on dit 2050, moi, 2050, qu'est-ce que c'est pour moi 2050 ? Voilà. Mais pour vous, peut-être 2050, vous dites, dans 2050, je ne sais pas si je serai encore là, mais pour un jeune aujourd'hui, 2050, c'est sa vie. Et donc, du coup, quand vous voyez une élévation de température de 3 degrés en 2050, à Paris, la température de Barcelone, et encore même peut-être pire, celle de Marrakech, quand même, ça insécurise. En plus, situation internationale, la guerre, etc. Donc, c'est très difficile de savoir quelle est la part jouée par les outils numériques, par l'utilisation des outils numériques, dans le fait que les jeunes aujourd'hui sont plus manifestement en souffrance que ceux des 30 Glorieuses ou de la fin des 30 Glorieuses. Alors, c'est important de les prendre en charge, même si on ne comprend pas très bien l'origine de tout ça. Mais encore une fois, Jean Twenge est persuadé que tous ces problèmes, dépression, scarification, etc., viennent des écrans. L'Académie américaine de pédiatrie ne lui a jamais donné raison à ce jour. Il y a trop de raisons pour lesquelles les jeunes ne vont pas bien. Alors après, il faut faire en sorte qu'ils aillent mieux. Mais bon, si vous voulez, comment on fait pour avoir confiance dans le monde et confiance en soi ? Il faut grandir avec des parents qui ont confiance en nous.
C'est tout. Si les parents font confiance à leur enfant, si quand l'enfant fait une tarte et qu'elle est brûlée, que les parents disent oh, ben, on n'en avait jamais mangé, qui était aussi bien caramélisé, finalement c'est très bon, et ben, l'enfant prend confiance en lui. Si les parents disent mais vraiment tu es incapable de faire cuire une tarte, c'est pas la prochaine fois on ne la confiera pas, l'enfant perd confiance en lui. Hein. C'est très très important ça. Les enfants ont besoin d'être gratifiés. Il a d'ailleurs été montré que les enfants qui vont le plus sur les réseaux sociaux, en courant le plus grand risque de se surexposer de manière maladive, en montrant des parties de leur corps, notamment chez les filles, c'est les enfants qui ne reçoivent pas dans leur milieu quotidien, c'est-à-dire la famille et l'école, des gratifications à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ne pas recevoir de gratifications à la hauteur de ce qu'on attend, de façon légitime, ça fait très 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 mal, et si ça s'accumule, ça crée de la pathologie mentale. Donc le conseil, si vous voulez que vos enfants, si vos enfants ne voulez pas qu'ils se surexposent sur les réseaux sociaux, gratifiez-les. Voilà. Merci. Alors, on m'a dit une toute dernière alors. Voilà. Oui. Et j'insiste, une toute dernière. Et une question seulement, pas trois. Ça va être dur. Hein. Merci. Mais en fait, une remarque, alors une question, très vite la remarque. Enfin, je voudrais vous remercier vraiment par rapport à la complexité que vous avez ajoutée par rapport aux balises 3, 6, 9, 12, justement cette question de la complexité. En plus, qu'il faut aller voir un petit peu plus loin, donc la qualité de l'environnement, la relation interactive, les facteurs, les facteurs de protection et aggravants. Je pense que ça, c'est des vrais guides pour nous, professionnels du soin, on va dire ça comme ça, encore plus psychothérapeutes familiales. Donc je pense que c'est vraiment des balises aussi sur lesquelles on doit s'appuyer. Et je vous remercie aujourd'hui vraiment d'avoir mis l'accent là-dessus. Voilà, que les choses sont très complexes, qu'il faut les nuancer et qu'il y a des dynamiques très différentes de famille en famille. Maintenant, j'ai une question aussi. Même si effectivement les tendances et les volontés actuelles vont dans le sens d'une régulation de l'usage des écrans dans nos écoles, vous semblez d'accord aussi avec ça d'ailleurs, moi j'ai une préoccupation qui est celle de l'effet de déplacement qu'il pourrait y avoir dans les familles. C'est-à-dire... si maintenant l'enfant, respectivement l'adolescent, le jeune adolescent, voilà, pendant la journée va effectivement développer toutes les compétences sociales, être plus en interaction avec ses amis, avec les adultes référents, dans quelle mesure est-ce que le soir, respectivement le week-end, dans tous les temps familiaux, l'écran du coup ne va pas prendre plus de place. Et effectivement, si l'éducation à la parentalité, au numérique et tout ça, c'est très important, je me dis que, voilà, j'imagine des ados, moi j'ai longtemps travaillé avec des ados, je me dis s'ils ne peuvent pas du tout utiliser le GSM à l'école, comment ça va être le soir, en fait, si les parents, quelque part, ou les familles ne vont pas être pénalisés de cette situation. C'est-à-dire s'il n'y aura pas un effet de déplacement sur l'espace et le moment, le temps familial. Ça va peut-être leur apprendre à ritualiser leur consommation. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on y passe du temps. Moins on a de temps pour faire quelque chose, plus on va vite pour le faire. Si on décide d'échanger avec ses copains sa liste WhatsApp uniquement entre 19h et 20h, avant le repas du soir, après avoir fait ses devoirs, on va répondre plus vite, on ne va pas forcément répondre plus mal, on va garder ses copains. Mais par contre, si on est open, on peut répondre aux mêmes copains des messages beaucoup plus longs sur une période de 3 heures au lieu d'1 heure. Donc, si vous voulez, c'est toujours cette idée qu'il faut, si on veut dégager du temps pour d'autres activités que les écrans, il ne faut pas amputer nos écrans d'activités qui nous paraissent importantes, il faut apprendre à les faire plus vite et à les faire dans des tranches horaires qu'on se fixe à l'avance et qu'on essaye de ne pas dépasser. Et si les parents, de leur côté, ritualisent leur consommation et disent à leur enfant, tu vois, avant, je me précipitais sur mon ordinateur en rentrant du travail pour regarder mes mails perso, maintenant je vais le faire quand tu seras couché, parce que comme ça on aura du temps, l'enfant aussi va apprendre par l'exemple et va peut-être décider, enfin pas non plus rêver trop, mais en tout cas on aura un bon argument pour le convaincre de ritualiser
d'organiser, enfin de fixer une tranche horaire pendant laquelle il aura ce comportement-là. Vous savez, les enfants qui seront privés de téléphone y compris à la récréation, s'ils laissent leur téléphone à l'entrée, ça j'y tiens beaucoup, ils n'en ont pas pendant les cours, pendant la récréation, mais quand ils vont sortir, ben oui, ils vont se rattraper, mais simplement ils répondront peut-être plus vite parce qu'ils verront qu'ils ont moins de temps pour répondre. Donc c'est l'être humain est extrêmement adaptable. Extrêmement adaptable. Mais encore une fois, plus on se donne du temps pour faire une chose, plus on prend du temps pour la faire. Donc c'est mieux, le principe de la ritualisation, c'est de décider qu'on va essayer de faire rentrer dans le temps qu'on a décidé, et je vous assure, ça libère énormément de temps pour d'autres choses.